Voici comment les pirates rendaient l'eau de mer potable. À l'âge d'or de la piraterie, ta vie sur les 7 mers débute, et ton navire est à des centaines de kilomètres de la côte. Le soleil tape fort, et même si tu es entouré d'eau, tu ne peux en boire aucune goutte. Mais cela ne veut pas dire que les pirates étaient condamnés à mourir en pleine mer. Les pirates avaient créé un arbre technologique. Nous allons te montrer comment ils transformaient l'eau de mer en eau potable, et pourquoi c'était une solution de dernier recours. Comme tout arbre technologique, tu ne débloques pas tout d'un coup. On commence par les bases, la préparation et le stockage, puis on améliore avec des tactiques risquées, et enfin des capacités réservées aux urgences, qu'on espère éviter. Plus tu dois descendre dans l'arbre, plus ta situation est mauvaise, surtout si tu fais bouillir de l'eau de mer sur un navire pirate. Tu n'as pas bien planifié, tu n'as pas eu de chance et tu n'as pas gagné le jeu de la logistique. Tu improvises pour survivre. Bien que la Terre soit composée à 71% d'eau, seulement 3,5% de cette eau est potable. Si tu pouvais extraire tout le sel des océans et l'étaler sur toutes les terres, les dépôts de sel feraient plus de 150 mètres de haut. C'est un peu moins de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. Boire de l'eau salée fait absorber à tes cellules l'eau et le sel. Un peu de chlorure de sodium est bon pour toi, mais trop va causer des ravages sur tes reins. Uriner constamment pour éliminer l'excès de sel dans ton corps finira par te tuer. Une mort horrible par déshydratation. Pendant cette mort, tu risques d'avoir des nausées, vomissements, hallucinations, convulsions, puis probablement de tomber dans le coma. Commençons notre arbre technologique, parce que pour commencer, l'une des parties les plus importantes de la vie de pirate, c'est la préparation, tant que tu es encore à terre. L'eau était si précieuse sur les navires à l'âge d'or de la piraterie que prendre plus que sa part était mal vu par l'équipage. Un vieux rapport du capitaine Edward Cook en 1709 disait que 2 membres d'équipage avaient été fouettés et mis au sel pour avoir volé de l'eau. C'est là que le rationnement entre dans l'équation, non pas comme une astuce ingénieuse, mais comme une nécessité. Une fois en mer, chaque goutte d'eau a déjà une date de péremption. Le rationnement détermine la vitesse d'écoulement du compte à rebours. Les rations d'eau quotidiennes étaient contrôlées, souvent mesurées par l'officier de quart, et réduire les rations était l'un des premiers signes qu'un voyage tournait mal. Dans la première phase de notre arbre technologique, il faut légalement obtenir des tonneaux d'eau à garder sous le pont, ce qui n'est pas si simple. Être pirate exige étonnamment beaucoup de calculs, et chaque capitaine devait prendre en compte de nombreux facteurs pour déterminer la quantité d'eau à embarquer. Chaque tonneau d'eau que vous gardez sous le pont, c'est moins de place pour autre chose. Que vous poursuiviez votre proie en haute mer, ou que vous essayiez désespérément d'échapper à une légion de navires de la marine. Vous ne voulez pas transporter de poids inutiles, mais cela comportait des risques. Le rationnement prolongeait les réserves, mais moins d'eau affaiblissait l'équipage, ralentissait le travail et augmentait les erreurs et tensions. Aller trop loin affaiblit la discipline. Davantage, la mutinerie devient un vrai risque. Le rationnement ne concernait pas seulement la survie, c'était un exercice d'équilibre entre faire avancer le navire et garder l'équipage suffisamment en forme pour combattre, naviguer et obéir aux ordres. Combien de tonneaux deviez-vous embarquer ? Prenons un véritable voyage comme exemple. Un trajet de 6600 milles de la Grande-Bretagne à Surat, en Inde, à une vitesse moyenne de 5 nœuds par heure, prendra environ 240 jours, la majeure partie d'une année. Heureusement, vous auriez de nombreuses occasions de faire escale et de réapprovisionner vos réserves, mais il faudrait aussi prévoir le pire des scénarios. Cela impliquait de stocker environ un demi-gallon d'eau, par membre d'équipage et par jour. Sur les plus grands navires comme un galion, cela pouvait concerner 200 à 400 personnes. Les tonneaux, contenant des liquides, étaient spécialement conçus comme des fûts humides, car s'ils n'avaient pas l'intégrité structurelle nécessaire et qu'ils fuyaient, vous risquiez de vous retrouver assoiffé. Garder les fûts humides bien scellés était si crucial que les navires avaient à bord un tonnelier, chargé de fabriquer et réparer les tonneaux, essentiels à la survie. Lorsque les tempêtes frappaient, les bateaux étaient secoués dans tous les sens. Les tonneliers pouvaient aussi utiliser des techniques comme le brûlage de l'intérieur des tonneaux, recouvrant ainsi l'intérieur de charbon actif. Cela pouvait avoir des effets antibactériens, cela permettait à l'eau de se conserver plus longtemps. Nous verrons plus tard pourquoi c'est si important. Le rationnement n'était que la partie facile. Ce qui nous mène à l'étape suivante de l'arbre technologique. Vous avez les fûts, le tonnelier. Sauf à compter sur la pluie, l'eau ne tombe pas du ciel par magie. Comment pouvez-vous réellement vous procurer assez d'eau douce potable pour remplir vos centaines de fûts et satisfaire vos besoins, ainsi que ceux du reste de l'équipage épuisé et assoiffé ? Eh bien, une option consistait en fait à attendre que l'eau se matérialise dans l'air lors des tempêtes, pendant lesquelles les pirates faisaient littéralement tout leur possible pour recueillir l'eau de pluie.
Le souci de se fier uniquement à cette méthode, c'est qu'elle manque de fiabilité. On ne peut pas garantir la pluie avec une quelconque régularité, à moins de naviguer d'une façon ou d'une autre au-dessus de l'Angleterre, donc même s'il faut en profiter au maximum quand il pleut, il ne faut pas compter dessus. Ensuite, il y a la manière légale de faire les choses, acheter l'eau, mais cela pose un problème. Les ports gérés par la Royal Navy sont en gros interdits aux pirates. Certains ports accueillent les pirates et leur vendent de l'eau. Le problème, c'est qu'ils savent que les options sont limitées pour ces pirates, et risquent donc d'augmenter leur prix pour profiter du manque d'alternatives. Étant donné que vous ne voulez pas dépenser la majeure partie de vos gains mal acquis simplement pour pouvoir boire de l'eau, vous pouvez comprendre pourquoi cela pourrait ne pas être une option attrayante. Il y a aussi le fait que, naturellement, les pirates étaient des maîtres de la mer, et ils savaient comment suivre les oiseaux jusqu'aux sources d'eau douce. Même si les cartes au trésor étaient recherchées, il était plus probable de trouver une carte vers une source sur une île déserte, connue seulement de vous et de quelques marins. Désormais, il n'y a plus de choix sûr. C'est là que les pirates cessèrent de demander de l'eau. Leur technique si diabolique et efficace est devenue légendaire dans la piraterie. Pourquoi risquer de quitter votre élément, voler de l'eau dans des ports, qu'ils soient amicaux ou hostiles, alors que vous pourriez la prendre à d'autres bateaux? Dans l'arbre technologique, c'est une amélioration à la fois puissante et risquée. Voler de l'eau remplit vos réserves mais vide totalement celles d'autrui, c'est rapide, efficace et redoutable. Mais cela a des conséquences. Représailles, réputation, et la conscience que vous condamnez un autre équipage à la même détresse que celle que vous essayez d'éviter. Il est faux de croire que les pirates tuaient systématiquement tout le monde sur les navires attaqués. Bien sûr, cela arrivait, mais ils préféraient éviter le combat et économiser leur poudre si possible. Si vous étiez un navire marchand en mer et qu'un pirate prenait votre cargaison et votre eau, votre sort était scellé, sauf si un navire compatissant croisait votre route par chance. Rationner l'eau n'est efficace que si l'équipage reste uni. Cela nous conduit au prochain aspect de la lutte contre la déshydratation dans notre arbre technologique, l'alcool, qui posait aussi ses propres problèmes. L'alcool sans modération déshydrate davantage et cause souvent la gueule de bois, contrairement à l'abstinence. Mais étant donné que les tonneaux d'eau restaient immobiles pendant des jours, des semaines, voire des mois, ils pouvaient devenir stagnants et sales, et dans les eaux tropicales, ils pouvaient même grouiller de larves de moustiques. Les pirates devaient faire preuve de créativité. L'alcool se conservait bien plus longtemps que l'eau, ce qui en faisait un choix pratique. Les navires prenaient surtout de la bière légère pour éviter l'ivresse de l'équipage. Au-delà, les choses devenaient intéressantes. L'alcool, dans l'arbre technologique, n'est pas un substitut mais un modificateur de l'eau. Le rhum pouvait être ajouté aux réserves d'eau pour les faire durer plus longtemps, l'alcool fort éliminant la plupart des bactéries. Mélangé correctement, cela ralentit la détérioration, rend l'eau rationnée plus sûre à boire, et permet d'étirer un peu plus les réserves limitées. Mal utilisé, cela accélère la déshydratation et rapproche l'équipage de l'effondrement. Cette amélioration, risquée, ne fonctionne que si la discipline est maintenue, rendant la situation dangereuse. Sur l'arbre technologique de l'hydratation pirate, la distillation, tout jusqu'à présent, visait à éviter cela. Cela consistait en fait à faire bouillir l'eau, pour l'évaporer, et la séparer des dépôts de sel à l'intérieur, puis à refroidir l'eau évaporée pour la ramener à son état liquide potable. Vous pouviez construire un système de distillation rudimentaire en utilisant le matériel déjà à bord, comme une casserole en métal ou une bouilloire pour faire bouillir l'eau de mer, et utiliser un couvercle pour piéger la vapeur. Un tuyau incliné loin de la chaleur permettait à la vapeur de refroidir et de se condenser. Maintenant, l'eau douce s'écoulerait dans un autre récipient, laissant la plupart du sel. Et ça a marché. Mais il y avait quelques problèmes au départ. Faire bouillir l'eau de mer demande beaucoup d'énergie et les navires n'ont pas de carburant à gaspiller. Le bois de chauffage était rare, le charbon précieux. Chaque tasse d'eau distillée coûtait autre chose d'essentiel. Et puis, il y avait le tartre. Les installations ne pouvaient produire qu'une petite quantité à la fois. Même en fonctionnant en continu, la quantité d'eau produite pouvait permettre à une ou deux personnes de survivre, pas à tout un équipage. Essayer d'augmenter l'échelle signifiait des feux plus grands, un équipement plus lourd et plus de risques, ce qui mène à un troisième problème, des flammes nues, sur un navire en bois enduit de goudron et de poudre à canon. Ce n'est pas vraiment le scénario idéal. Une étincelle au mauvais endroit pouvait faire du navire un bûcher funéraire. Les capitaines refusaient souvent les feux sous le pont, sauf nécessité absolue, mais les problèmes s'accumulaient. La distillation nécessitait de la chaleur et produisait fumée et vapeur. Par temps calme, une colonne de fumée d'un navire était visible à des kilomètres sur l'océan.
Même la vapeur s'échappant d'un alambic de fortune n'était pas discrète. Tout ce qui dépasse de l'horizon attire l'attention, et cela était dangereux. Chercher de l'eau pouvait révéler votre position aux équipages rivaux, aux navires marchands voulant vous éviter, ou pire, aux patrouilles navales. Et il ne fallait pas seulement craindre l'ennemi. Faire fonctionner un alambic mobilisait des membres d'équipage pour entretenir le feu, gérer l'équipement et surveiller étincelles ou fuites. Ce temps et cette main-d'œuvre n'étaient pas dédiés à la vigie, aux tâches, aux voiles ou à la défense. En situation désespérée, les pirates devaient choisir entre produire de l'eau ou rester vigilants. À l'étape de la distillation, l'arbre technologique vous avait déjà abandonné. Vous n'aviez pas assez volé, il n'avait pas plu, l'alcool manquait ou empirait tout. Les rations étaient au plus bas. La distillation n'est pas un progrès, mais une gestion de crise, un dernier recours pour une raison. En théorie, cela marchait, mais à ce stade, la survie ne dépendait plus de la compétence, seulement du temps. Maintenant, découvrez le pirate le plus redouté du monde, Barbe Noire, ou regardez plutôt ceci.